Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Nous sommes le samedi, deuxième jour de cette escapade week-end sur Canal et dans la matinale. Et on se retrouve aujourd'hui avec un ensemble d'invités. Je ferai pas long ce matin. Je vous fais un sommaire rapide. Nous sommes le samedi 1er décembre. Forcément, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et aujourd'hui avec nous, comme annoncé hier d'ailleurs, professeur Kamel Sanhaji, qui sera avec nous sur le plateau. On va parler de la thérapie génique, mais pas que. On va revenir un peu sur lui qui est dans le combat et la lutte contre le sida et la recherche depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce sera l'occasion peut-être de revenir également, plus d'une trentaine, je corrige, de revenir également sur comment a évolué aussi la communication dans ce domaine. Comment on en parlait avant, comment on en parle aujourd'hui. Les tabous ont-ils disparu, oui ou non? A-t-on avancé? Parle-t-on plus librement du sida et de la lutte contre le sida? Les réponses avec Kamel Sanhaji. Aussi, Zahira Yahi ce matin avec nous. Elle est commissaire du FICA, le Festival international du cinéma d'Alger. Il s'agit du film engagé, entre autres, les journées du film engagé, avec la 9e édition. On en parle aujourd'hui, on parlera également de l'ouverture. Sami Hamoud, qui est architecte, on va parler de décoration intérieure. Il a fait une bonne partie de sa vie de l'autre côté de la Méditerranée. Là, il est de retour en Algérie. Et puis, on enchaînera tout à l'heure avec Kamel Swig et son fameux espace sur les startups. Et Maya Amrani, qui reçoit aujourd'hui un photographe, Hamid Rahish. Et les sports avec Hakim Keshroud et son actu de la semaine. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale. N'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook, oui, Canal Algérie, ou sinon sur @mahalazrabia un peu partout. Bienvenue à vous tous. La météo, sans plus tarder, comme le veut la tradition. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et la météo, donc ce matin avec vous, Félix Elchir, bonjour. Bonjour à vous, Mahlaz, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil, ravi de vous retrouver comme d'habitude. Eh bien, nous avons eu quelques faibles pluies, notamment vers les régions de l'Est. Il a beaucoup plu. Comme prévu par Météo Algérie, la tendance sera à l'amélioration. Aujourd'hui, le soleil reprendra le dessus, malgré la présence de quelques passages nuageux, parfois assez denses, notamment vers l'Est. Donc, au programme, aujourd'hui, du soleil à l'ouest vers le centre, un temps variable à l'est avec un temps venteux, des vents atteignant parfois les 50 km/h au courant de cette journée, a signalé aussi le retour du soleil à partir de l'après-midi à l'est. Sur la partie sud, eh bien, la carte parle d'elle-même, grand soleil partout, à noter quelques soulèvements de sable au Sahara central et un ciel souvent voilé au nord Sahara jusqu'au sud des oasis. Les températures en baisse, notamment à l'intérieur est. Cet après-midi, on attend 10 degrés seulement à Betna, c'est le minimum, 15 à Guelma, 11, Sétif, Djilfa jusqu'à El Beyod, 13 pour Elisen, 19 Tlemcen, Chlef aussi, 17 pour Alger, 16 à Annaba-Skikda. Sur la partie sud, prévoyez 19 à Gardaya, à Biskra, 21 degrés à Bécha, 26 à Tindouf, entre 25 et 26 degrés au Sahara central et un maximum de 30 degrés pour l'extrême sud. Place ce matin au Moyen-Orient. Eh bien, le temps sera mitigé. Les nuages restent assez denses vers le nord. En effet, un temps pluvieux est prévu aujourd'hui à Bagdad, à Riyad aussi. Un temps variable à Damas, à Amman, voilé aussi à Jeddah. Côté température, 24 à Sanaa, maximum de 36 degrés à Khartoum, 29 à Abu Dhabi, 27 sous un grand soleil à Masqat, 20 pour Bagdad, 22 à Koweït City et enfin un minimum de 18 degrés à Damas. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h32. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteo.dz. Je vous remercie pour votre attention. Agréable moment avec vous, Mahrez. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, du soleil après cette nuit pluvieuse, c'est ce qui est annoncé par Météo Algérie. Prochain rendez-vous, ce sera forcément à midi, toujours avec Félix Elchir. Excellente matinée à vous tous, sans plus tarder, un peu de musique. Et puis on se retrouvera juste après avec notre premier invité, Kamel Sanhaji, sur le plateau de Canal pour parler de la lutte contre le sida. Mais juste avant, c'est le collectif Lied Feliet qui chante d'ailleurs pour la lutte contre le sida. شفناه اليوم الوين زمان مشى وتوتر ما
بقات تشوف العين ولا العقل راح مخدر نقولوا تصرى الاخرين وش عليهم مقدر حقرناه الهم بالعين حتى هاج علينا تسيطر قالوا مرض الألفين دواه غير ربي اللي يكبر والقاو اللوم عليه في محله ما كان نصبر ورثت سوالي تسري في الطيط وركاثي ما ينطط هسا نتسايل هذه الحير وريلاق حدثي يركض يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصافنتين يا ناسنا يا سامعين كلنا خواف قوموا في الحين يا ناسنا يا سامعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سامعين كلنا واحد بكم حسين يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصافنتين يا ناسنا يا سامعين كلنا خواف قوموا في الحين يا ناسنا يا سامعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سامعين كنا واقفين اليوم في الحين يا فلان غير حل العين وجيب الفعلك اخبر وصايا من قلب كبير خير من ذا ما تزيد لك الدار اليوم رانا شادين اليد في اليد الهم واقفين واذا بقينا ساكتين شي ما يتغير في الحين يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصافنتين يا ناسنا يا سامعين كنا خواف قوموا في الحين يا ناسنا يا سامعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سامعين كنا واحد بكم حسين يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصافنتين يا ناسنا يا سامعين كنا خواف قوموا في الحين يا ناسنا يا سامعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سامعين كنا واقفين اليوم في الحين يا ناسنا يا سامعين يا يا سامعين سامعين ناسنا يا سامعين يا ناسنا يا سامعين يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصافنتين يا ناسنا يا سامعين كنا خواف قوموا في الحين يا ناسنا يا سامعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سامعين كنا واحد بكم حسين يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصافنتين يا ناسنا يا سامعين كنا خواف قوموا في الحين يا ناسنا يا سامعين بصرنا لرب العالمين. Alors du coup, excellente matinée à vous tous, ça tombe très bien. On enchaîne directement avec notre première invitée ce matin. Après cette chanson du collectif Lied Felid, il y a la dernière qui vient de sortir. On devrait la recevoir dans les prochains jours, on pourra vous la passer. De toute façon, tout le mois de décembre, c'est l'occasion aussi de parler de lutte et de prévention contre le sida. Et ce matin avec nous, professeur Kamal Sanaji, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie, d'ici et de là-bas. Bienvenue à vous. Vous êtes installé entre les deux rives de la Méditerranée, vous êtes un habitué. Vous êtes un invité habitué de Canal. Alors aujourd'hui avec vous, on va revenir un peu sur vos activités depuis plus de 37 ans. On va parler même de près de 40 ans de recherche et de travail sur le terrain. Vous êtes directeur de recherche, vous êtes professeur en immunologie. Vous êtes installé à l'hôpital de Lyon, Édouard Herriot, pardon. Et vous êtes aussi au niveau de Constantine, où vous êtes en train d'installer un laboratoire de recherche. Une unité de recherche sur les cellules souches. Ouais. Bienvenue. Bien, merci 81, beaucoup. les premiers cas ont été découverts. Vous y étiez déjà. Oui, parce que en fait, je m'occupais des déficits immunitaires, c'est-à-dire chez les bébés bulles, les enfants qui étaient atteints de défaillances du système immunitaire, des défenses naturelles contre les microbes. Et comme donc c'était génétiquement transmis, hein. Et puis le sida en 81 est arrivé, c'est-à-dire
c'est une pathologie qui ressemble à celle qu'on voit chez les enfants, mais chez des adultes. Les enfants en sont atteints génétiquement, mais les adultes, c'est un virus, hélas, qui est venu détruire le système immunitaire. Si bien que le résultat est le même, ce sont des personnes qui n'ont plus de défense immunitaire. Donc, ils s'infectent bêtement de toutes les infections possibles, les plus simples possibles, et ainsi que des cancers qui peuvent donc émerger, et on meurt d'infections opportunistes et de cancers. Vous réagissez comment à l'époque? Écoutez, c'était bizarre de voir que c'était pas connu que des adultes puissent perdre leur système immunitaire parce qu'ils n'auraient pas survécu jusqu'à l'âge adulte. Ce n'était que les bébés, laisser bébés, qu'est-ce qu'on faisait quand on détectait leur déficit de l'immunité, on les isolait dans des bulles stériles, dans des espèces de chambres où tous les germes sont filtrés et qui ne passent pas, donc le temps d'attendre de les greffer. Et c'était étonnant que des adultes puissent arriver avec un déficit immunitaire. Et c'est là où on s'est dit, il y a sûrement quelque chose qui doit passer à un certain âge. Et la piste du virus était la plus évidente. Et c'est pour ça on est allé très vite. Et dans toute l'histoire de la médecine, c'est le sida, c'est en matière de sida qu'il y a eu le plus de progrès. Donc en quelques années, est arrivé à découvrir ce phénomène d'adultes atteints par une immunodéficience. Ensuite, 2 ans après, ça c'est en 83, Luc Montagnier à l'Institut Pasteur donc, de Paris a identifié l'agent étiologique, l'agent causal qui est le VIH. Ensuite, quand on découvre le VIH, c'est comme dans toute l'histoire des maladies infectieuses. Quand on découvre l'agent qui est à l'origine d'une maladie infectieuse, normalement c'est gagné. C'est comme pour la tuberculose, etc. Il suffit de mettre en culture cet agent qu'on découvre, on le fait bouillir, enfin c'est le jargon de laboratoire. Et puis ensuite, pour l'injecter aux gens, c'est ça le principe de la vaccination. Sauf que là, ça ne marche pas. Voilà, donc on était tout contents, mais en fait, ça marche les premiers temps. Mais le virus, je sais pas, je peux pas parler d'intelligence, mais quand il se sent agressé par un vaccin ou par un médicament, il développe des stratégies d'esquive. Donc, il y a des échappements, ce qu'on appelle scientifiquement des mutations. Il en fait des milliers de mutations. Si bien que ça pose un défi scientifique, hein, parce que les autres germes, nous pouvons avoir des mutations, mais elles sont en nombre limité, comme pour la grippe. La grippe, on a 13 mutations, 13 variants. C'est facile, il suffit de mettre en culture les 13 variants, puis on vous les injecte souvent de vaccins, et peu importe la souche qui arrive, elle sera parmi les 13. Mais là, quand vous avez affaire à un germe, un virus, par exemple celui du sida, qui a ce qu'on appelle des mutations aléatoires, des milliers, des millions de formes nouvelles, et ça, le vaccin ne peut pas marcher, ne peut pas fonctionner contre quelque chose qui varie continuellement. Et là, c'est un défi scientifique. Maintenant, donc, parce que le virus, en fait, il développe une stratégie, il montre au système immunitaire ces régions hyper variables. Mais on sait qu'il a, heureusement, des parties constantes. Et c'est celles-là qui vont être qui vont permettre de mettre en place et de découvrir un vaccin. Il y a des équipes. Luc Montagnier, qui est maintenant, il a pris sa retraite en France, dès qu'il est arrivé à 65 ans, la fonction publique l'a mis dehors, entre guillemets, et les Chinois l'ont récupéré, les Américains ensuite, les Chinois l'ont récupéré, il développe cette recherche qui va amplifier et ressortir les parties constantes du virus, parce que même s'il varie, j'ai dit, des millions de fois, il a des parties qui ne varient pas. C'est celle-là qu'il faut aller chercher, qu'il faudrait amplifier par génétique, etc., en produire des grosses quantités, ensuite à injecter comme vaccin, et là, ce sera gagné. C'est pas à court terme, c'est pas à moyen terme, mais à plus ou moins long terme, on ira vers cette solution.
Alors, elle va aboutir. Hein. Alors vous avez travaillé sur la thérapie génique. Oui. Vous en êtes où là-dessus? Voilà. On en a parlé depuis pas mal d'années. Hein. Oui. La thérapie Qui a génique. été contestée par certains, qui a été saluée par d'autres, Oui. qui a donné beaucoup d'espoir aussi aux personnes, aux personnes malades. C'est la thérapie génique. En fait, elle fait partie de. Donc, elle a été la conséquence depuis le séquençage du génome humain. Depuis que Bill Clinton a permis donc, vous voyez, c'est l'époque de Bill Clinton, donc ça fait pas beaucoup d'années. Ouais. Donc, une fois que le génome humain a été découvert, on peut effectivement voir sur les gènes si on peut utiliser certaines séquences comme médicaments, comme l'or, etc. Donc, nous avons suite à ce séquençage de l'ADN humain, repérer la séquence, le récepteur sur lequel le VIH se fixe, sur les cellules, sur les globules blancs humains, Oui. et nous avons fabriqué dans le laboratoire cette séquence génétique, ce code génétique, et nous l'injectons dans des cellules, c'est expérimental là, chez l'animal, et ensuite ces cellules fabriquent le récepteur du virus du sida, mais qui n'est pas fixé sur une cellule. Il est libre. Ce qui fait que lorsqu'il est produit, le virus du sida va se jeter dessus, il va se fixer, et il sera saturé, il disparaîtra. Donc, la preuve de concept a été mise au point donc, dans notre laboratoire, mais il y a encore du chemin. C'est le fait de dire je séquence un ADN, je construis la protéine, je mets le gène dans une cellule, il va me fabriquer telle heure, etc. Ça, on peut le faire in vitro, dans des éprouvettes. On peut passer chez la souris, éventuellement, mais c'est le passage chez l'homme qui est beaucoup plus compliqué. Un gène, vous ne l'introduisez pas comme ça dans une cellule. On ne peut pas lui dire tu rentres, il rentre. Il faut le vectoriser, il faut lui mettre un vecteur, ce qu'on appelle, il faut le vectoriser, il faut l'attacher à une espèce de locomotive qui va le faire rentrer dans une cellule, ensuite il s'installe au bon endroit, et puis il va produire ces espèces de leurres qui vont servir de traitement. Mais les vecteurs actuellement que nous utilisons, ce sont des morceaux de virus. D'autres virus. Donc, on prend un virus, on essaie de soigner avec un morceau de virus. Là, c'est un peu plus compliqué. Ce sont des agents très forts pour servir de locomotive pour les jeunes, mais aller injecter ça chez l'homme, c'est pas aussi évident. Donc maintenant, l'épreuve de concept a été mise en place et validée. Maintenant, nous travaillons sur le vecteur. Il faut qu'on trouve un vecteur soft, un vecteur qui n'est pas d'origine virale, pour qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée quand on soigne pour une maladie, on en crée une autre. Voilà. Et vous pensez à une période, à un moment où ça va être... C'est lorsque le vecteur un vecteur synthétique aurait été beaucoup plus adapté, mais c'est une question d'une poignée d'années, hein, donc je peux pas vous dire 4 ans, 5 ans, donc mais la piste elle est sérieuse et l'espoir est vraiment fondé. Hein, donc, alors, il y a quelques années, vous aviez fait une annonce, c'était en 2016, vous aviez dit qu'il y avait un traitement qui était en cours de finalisation. Bon, c'est sorti sur toute la presse algérienne, c'était en 2016. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on a des pistes de lueur d'espoir pour les millions de malades? On va voir dans quelques instants des chiffres datant de 2017, donc de l'année passée. De toute manière, on n'est pas encore à la fin 2018 pour pouvoir les exposer. Je pense qu'on va les avoir dans quelques instants. Alors, ces chiffres nous parlent de plus de 36,9 millions de cas. 37 millions, oui. Ouais, 37 millions de cas en 2017. Vous avez, sur les 37 millions de cas, vous en avez 940 qui sont décédés. Donc, et vous avez 21,7 millions seulement qui ont eu accès aux soins. C'est-à-dire que vous aviez plus de 15 millions de cas qui ont été laissés libres.
Oui, livrés à eux-mêmes, oui. Moi, sans retrouver livrés à eux-mêmes. moi, je peux dire les chiffres autrement. Oui. Et c'est pas que 36 millions. Bon, 37, ça doit être ce qui a été 37, découvert, non, ce qui non, a non, été 37, découvert plus ou moins. non, 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 non. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le virus a infecté 75 millions de personnes. Mais 38 millions sont déjà morts, hélas. Vous parlez de ceux qui sont vivants. Moi, je vous parle de Oui. ceux qui sont vivants. Oui, d'ailleurs la formule consacrée, c'est les personnes vivant avec le VIH. Il y a 37 millions. Voilà. Donc, il y a 38 millions qui sont déjà morts. Donc, vous avez... Donc là, oui. Vous avez à chaque année, vous avez 1,8 million qui se rajoute. Et il en meurt la moitié, 900 000, vous venez de le signaler. Donc c'est la baignoire qui se vide d'un côté, mais qui se remplit de l'autre côté. et qui se remplit abondamment. Abondamment, abondamment. Vous avez toujours... Bon, ça va pas être des statistiques macabres, mais nous avons 900 000, pratiquement 1 million qui se rajoute chaque année. Ouais. Chaque année, il y a 37 ans, chaque année, 1 million, c'est 37 millions. Hein. C'est ça. Vous voyez un peu, dont 26 millions sur les 37 Oui. qui vivent avec le VIH, vous avez 26 qui vivent dans le sud de la planète. Suivez à mon regard, l'Afrique, C'est ça. les pays pauvres. Il y a un sida du nord et un sida du sud. Le Il y a- sida du riche et et du pauvre, voilà. Ouais. Vous avez 11 millions seulement qui sont dans les pays un peu plus ou moins développés. Vous avez 26 millions qui vivent dans le sud de la planète. Et heureusement que vous venez de faire allusion, les thérapies maintenant, les multithérapies, c'était la trithérapie, maintenant on est à la quadri, mais on dit multithérapie parce que ça permet de transformer le sida en maladie, disons entre guillemets, qui était mortelle, devenir une maladie chronique. Mais c'est bien que maintenant que les pays africains ont accès à cette multithérapie. Nous avons sur les 26 millions de personnes qui sont atteintes dans les pays du Sud, c'est pas mal que maintenant 58% ont accès au traitement. Il faudrait qu'il y en ait autant aussi chez nous. Hein. En Algérie aussi, les gens, c'est la même chose, donc ils ont accès au traitement, mais il y a bon, l'Algérie, comme le Maghreb, est englobée dans la zone Moyen-Orient, Afrique du Nord, la région MENA, Middle East and North of Africa. Donc, il y a 220 000 personnes qui vivent avec le VIH. Déclaré. Non, c'est les estimations de l'ONU-SIDA. Hein. D'accord. Déclaré, on n'a pas la réalité parce que, vous savez, pour un cas diagnostiqué, vous avez entre 5 et 10 qui sont dans la nature. Hein. C'est ça. Donc, en Algérie, on a 12 000 peut-être cas qui sont recensés. Mais ils ne sont pas tous là parce qu'on ne les a pas tous diagnostiqués. La prévalence du VIH en Afrique du Nord, donc le Maghreb et Moyen-Orient, est le plus bas dans le monde. Il est à 0,1%. Si vous appliquez 0,1% à la population algérienne, 0,1%, ça vous fera, sur les 40 millions d'Algériens, ça vous fera près de 40 000 personnes vivant avec le VIH. C'est le total, hein, dont 12 000 ont été diagnostiqués. Au Maroc, il y en a autant parce qu'on a aussi 40 millions. Donc, nous avons à peu près 30% qui ont accès aux soins dans toute la région. Je veux dire, il y a 160 000 sur 220 000, oui, ça fera près de 30% de personnes. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à recenser le chiffre plus ou moins exact? Bon, vous me direz, oui. Il y a les pays du Nord, il y a les pays du oui, Sud. Oui, les pays du Sud ont moins accès aux soins, et puis les pays du Sud sont cantonnés aussi dans des traditions, des religions qui quelquefois bloquent un peu certaines actions. C'est exactement, vous touchez du doigt un phénomène qui mérite d'être évoqué. C'est la prévention d'abord. Oui. Et la prévention, elle passe par l'éducation. Nous ne pouvons pas
appliquer les mêmes techniques de prévention, par exemple, qui sont utilisées et prodiguées dans les pays du Nord, en France ou en Europe, où on peut parler donc sans tabou, etc. Mais donc chez nous, donc la culture arabo-musulmane a ses codes. Donc il faut essayer de trouver les moyens d'utiliser ces codes et de le faire intelligemment. Donc nous pouvons donc déjà cibler le système éducatif dans le scolaire. Ça va aider beaucoup les parents qui ne peuvent pas faire peut-être de la prévention donc, avec leurs enfants, parce que pratiquement tout est tabou en matière de sexualité. Le dire en arabe n'est pas adapté, surtout en arabe algérien. Donc, effectivement, on peut, dans des familles qui sont bilingues, ça, utiliser. J'ai eu affaire à des familles où, le père et ses enfants, ses filles, etc. Donc, dès qu'on a commencé à parler donc, du sida, des modes de transmission, la discussion donc, a commencé donc, à être donc à changer de langue, voilà, en français, et ça passe. Il faudrait ruser, je veux dire de bonne foi, je veux dire. Hein. Donc, mais il faut que le prof, l'instit, pendant les cours le prof de sciences naturelles, hein, il peut vous savez, c'est beaucoup mieux que la journée mondiale de lutte contre le sida, la journée de ce jour-là, le 1er décembre. Si le prof ou l'enseignant qui enseigne les sciences naturelles, il consacre 5 minutes sur la prévention, concernant la prévention sur une maladie transmissible. Ça peut être les sida, ça peut être les hépatites, ça peut être toutes les autres préventions. C'est largement 5 minutes par semaine. Donc c'est là, et de le faire pratiquement sur toute la longueur de l'année, c'est beaucoup plus efficace que de célébrer la journée mondiale. Parce que aujourd'hui, c'est un gros enchaud, etc., lié de félide, etc. Mais le lendemain de fête, on oublie tout. Donc, et c'est comme ça qu'il faut peut-être aussi faire de la prévention, former des imams, des imams qui sont leaders. Moi, en tant que scientifique, j'aurais pas d'emprise dans une mosquée, j'aurais pas le jargon. Former des imams. Et l'imam, donc, à son tour, il a de l'ascendant sur son assistance, et le faire avec les prostituées, prendre des prostituées leaders, les former, et ces femmes leaders, elles peuvent faire de la prévention vis-à-vis des autres, etc. Et ainsi de suite. Le faire avec les policiers, avec les pompiers, avec les femmes de ménage, avec tout le monde. Et c'est ça qui compose une société. Et ainsi, on aura embrassé toute la société, on aura balayé tout. Et je pense qu'il faut faire travailler des sociologues spécialistes. C'est ça, parce que vous avez parlé tout à l'heure du problème de langage, de la facilité de le dire dans une autre langue, que c'était un peu plus compliqué, que c'était un peu plus complexant aussi pour certains de le lire dans la langue maternelle et dans la langue pratiquée de tous les jours. Juste, sur les 30 dernières années, vous qui êtes dans la lutte contre le sida, avez-vous, comment percevez-vous, vous, l'évolution de la communication sur le sida, de la prévention contre le sida? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les tabous, pratiquement, sont tombés? Oui, ça, c'est clair. Donc, je l'ai testé. Et je peux même vous dire que depuis les premières années de sida, on a essayé d'aller, donc même il y avait une presse unique, etc. Je me souviens, il y avait Kel Moudjahid, hein, et on en a parlé. On en a parlé. Il y avait même sur les plateaux, il y avait un des profs algériens, il a dit, il faut utiliser le préservatif, il faut appeler un chat un chat. Vous voyez un peu. Et ça, il fallait le faire, et c'est pas mal. Donc, déjà à l'époque, donc c'était pas mal. Alors que j'ai connu, par exemple, au Maroc, où c'était difficile d'en parler. Alors que chez nous, en Algérie, on en a parlé avec des termes beaucoup plus adaptés et beaucoup plus réels et pratiquement semblables à ce qu'on disait en France ou en Europe. Mais
maintenant, je vois que, effectivement, ce n'est pas peut-être encore assez, mais on voit que qui est-ce qui aurait pu imaginer de faire ce grand show Eid Fil Eid à Riyad al-Fath avant. Donc, et là, tout le monde en parle, tout le monde, et c'est montré, c'est exhibé, mais dans le bon sens, je veux dire. C'est ça. Et je pense que les choses évoluent, peut-être pas à la vitesse où le veut le malade, parce que le malade, il veut que le traitement soit disponible aujourd'hui, soit disponible hier, hein, hier même, pour ne pas dire aujourd'hui ou le plus tôt possible, mais c'est inexorable. On va y aller vers une communication meilleure, vers une emprise meilleure et vers des traitements qui seront disponibles, Inch'Allah. Kamal Senhaji, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, comme à chaque fois. On vous souhaite une excellente journée. Vous avez parlé de l'Eid Fil Eid, la transition est toute faite. Il y a eu la chaîne humaine, c'était hier en matinée à 11h du côté de Riyad al-Fath. Alors aujourd'hui à 14h30, c'est le spectacle gala avec la radio nationale, notamment la chaîne 3, mais aussi l'ONU-SIDA, ONU-Femmes et l'UNICEF et un ensemble d'ONG qui prennent part à ce grand événement. Alors du coup, nous, ça tombe très bien, c'est Anissa Bouzid qui a été sur place et qui a suivi pour nous les répétitions de ce grand concert. Et je vous rappelle que c'est gratuit, c'est à la salle Atlas. Allons-y. Aujourd'hui, on est là, on se prépare pour rendre un grand hommage à M. Yazid Aït Hamadouch, Allah yarhamou, un collaborateur avec nous, puisqu'on a été présent l'année اللي فات معاه درنا site d'action. On a fait le clip aussi de Eid Fil Eid avec les chanteurs Adar Abdel Latif. Donc on est aussi monté sur scène avec tous les chanteurs, les a donc invités à collaborer la journée du 1er décembre, journée internationale du sida. Cette année, la chaîne 3 et ONU-SIDA m'ont aussi permis de participer avec cette grande action et cette mobilisation. Et là, vous êtes en train de voir, vous êtes au niveau de mon siège avec mes danseurs et mes danseuses pour préparer justement une petite comédie pour faire revivre tout ce que Yazid a construit pour la jeunesse, pour l'Algérie et aussi pour parler un peu de la maladie. Alors le thème, on va la faire un peu à la 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 Land algérienne, hein. Donc c'est un peu l'histoire de la jeunesse, puisque justement on doit alerter la jeunesse des dangers de la maladie du sida. Donc on doit aller sur la base de l'histoire qui raconte
des groupes, des jeunes, des filles, des garçons. Ils dansent, ils sont heureux, hein, la vie tout simplement. Et vous savez que la vie, des fois, elle a les avantages et les dangers de la jeunesse. Donc la comédie, elle a hikaya justement sur cette jeunesse. Il rentre, il se rencontre, un garçon qui est séduit par une belle fille du groupe. Il va pour la séduire, les garçons sont là pour justement être avec lui. La fille qui bien sûr, qui est affée, elle fait sa fière. Alors il y a tout un jeu scénique, hein, vous allez les voir se déplacer sur la scène, un peu la séduction. Ensuite il y aura des danses de couple, toujours pour montrer la relation fille-garçon. Et à la fin, justement, on va alerter un peu sur le danger pour finir par la joie, la gaieté et puis communication, faites attention, signe d'action. J'ai déjà participé l'an dernier avec Yetfelier 2017 où j'ai fait le clip. J'étais la femme de celui qui avait eu le sida en fait, exactement. Et cette année, on fait une comédie musicale un peu plus joviale pour en fait donner la joie de vivre. Et c'est parce que Yazid aussi, il adorait les jeunes, il adorait les savoir contents et tout ça. Il a vraiment fait énormément pour nous et donc on veut lui rendre hommage. Et c'est reparti, mesdames, messieurs. C'était là les images des répétitions. Alors, c'était pas tous les artistes, hein, qu'on soit bien d'accord, parce qu'ils vont être nombreux. Il y aura Jam, il y aura Amelzen, il y aura Haït Zalour. Ils seront nombreux sur la scène de la salle Atlas cet après-midi, 14h30. Accès gratuit d'ailleurs à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida. Le collectif Eliette Feliette avec la Radio Nationale, la chaîne 3, notamment ONU SIDA, ONU Femmes et UNICEF, avec un ensemble d'ONG. Mais là, c'était la répétition des jeunes danseuses, ceux qui vont faire l'ouverture, ceux qui s'apprêtent à faire l'ouverture de cet événement. Et nous, on va s'intéresser à un autre événement aussi. Il s'agit du FICA dans sa 9e édition. Alors, Festival international du cinéma d'Alger. Bonjour, Madame Zehra Yahi. Bienvenue à vous sur le plateau. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, alhamdoulilah. Alors, la première question que je vous avais posée tout à l'heure en vous voyant arriver, c'est est-ce que cette édition est... Alors, du coup, je ne sais pas comment conjuguer exactement sans faire de faute de français, mais est-ce que cette édition a été organisée le plus normalement du monde ou est-ce qu'elle est arrivée au forceps en réalité? Non, elle a été... C'est la situation des festivals. Hein, absolument, pour ça que je vous pose la question. Non, cette année, nous avons eu davantage de moyens financiers. Et donc ça a été beaucoup moins douloureux que l'année dernière. C'est pas encore l'idéal, ouais, mais nous avons travaillé avec moins de stress, moins d'angoisse, ouais, davantage de paix, voilà, de paix. C'était plus cool, allez, comme disent les jeunes. vous le dites souvent, ce mot, de toute manière. Je l'aime. Ne l'attribuez pas qu'aux jeunes, il vous appartient aussi. Alors, 9e édition, vous avez choisi Riyad El Feth. Alors, j'imagine c'est pour des questions logistiques, c'est pour le parking, c'est pour permettre une meilleure accessibilité. Oui, mais c'est d'abord parce qu'il y a des travaux mitoyens à la salle El Mougar. Qui auraient gêné considérablement le festival. Et nous avons déjà programmé il y a quelques années une édition à Riyad El Feth. C'est vous-même qui l'avez présenté à l'époque. J'y étais, ouais. Hein? Et c'était un très beau souvenir avec un film où jouait Gad Elmaleh. C'était un film de Costa Gavras. Capital. Exact. En présence de Costa Gavras. En présence de l'ancienne ministre de la Culture et en présence d'une salle archi-comble et d'un film qui était drôle et en même temps avec un... Enfin, il y avait quelque chose dedans comme ça. Il y avait cette forme d'engagement de toute manière qu'on retrouvait déjà. Il y avait l'engagement et le talent de Costa Gavras. C'est ça. Et c'était formidable, effectivement. Donc voilà, c'est ça la raison principale pour laquelle nous revenons à Riyad El Feth, qui offre beaucoup de commodités et dont nous aimerions qu'il renoue avec sa tradition culturelle plutôt que commerciale, si je peux me permettre. Voilà. Donc, a priori, toutes les conditions sont réunies pour faire une très très belle édition. 1er au 9. Alors, une dizaine de soirées. On va parler de la sélection dans quelques instants. Alors, vous ouvrez ce soir avec un film palestinien. Alors, le film un très beau film palestinien de Alma Jassir qui s'appelle Wajib, L'invitation au mariage. C'est le titre qu'on lui a donné en français. Enfin, Invitation au mariage. Producteurs et distributeurs lui ont donné parce que c'est l'objet
Oui. C'est l'objet, c'est le sujet du film. Et il est très très beau ce film. Comment est segmenté votre événement? Concours, projection? La compétition, Oui, exact. avec 17 films, Oui. 9 documentaires et 8 fictions. Il y a en fin de programme, le dernier jour, des films hors compétition. Oui. Et 3 matinées seront consacrées à des rencontres et des conférences. Ça va se dérouler sur 3 lieux différents. Ça va être et la salle Ibn Zaidoun, et la salle Zinette pour la et la rediffusion. Filmathèque Zinette, et France Fanon pour les conférences. Absolument. Alors du coup, ouais, ça c'est l'affiche du film, voilà. Bah, ça tombe bien, vous parlez de mariage, bah, c'est la première image que l'on va voir. Alors du coup, je sais qu'il y a un cadeau qui vous a été fait par Rachid Bouchareb. On en parle ou pas? Oui, volontiers. Alors du coup, ça a inquiété. Je vais vous dire. Oui. Alors votre festival, c'est le Festival international du cinéma d'Alger. Dédié aux films engagés. Et après, effectivement, dédié aux films engagés. C'est pas le festival du film engagé, comme on l'a dit tous pendant de longues années. C'était un peu la confusion. Mais en même temps, ceux qui aimaient ce festival ont découvert la réalité de ce festival et toute la magie que l'on retrouvait dans ce festival. Alors du coup, quand vous avez annoncé qu'il y avait le film de Rachid Bouchareb, beaucoup se sont inquiétés en se disant. En fin de compte, Rachid Bouchareb d'abord s'est fait plaisir dans ce film, lui-même l'a dit à travers beaucoup d'interviews, même les acteurs qui ont joué pour lui, ils ont dit que ça faisait longtemps qu'il avait envie de faire quelque chose de différent de ce qu'il avait fait, et puis le retrouver dans votre festival, on s'est inquiété, on avait même peur que ce soit le film d'ouverture. Là vous rassurez, vous dites non. Non, pas du Oui. tout, c'est un cadeau, Oui. et un cadeau ça ne se refuse pas. Oui. Ensuite, comment dire, on nous reproche souvent à tort de programmer des films durs, tristes. C'est ça. Nous nous sommes dit que quelques parenthèses de respiration, d'humour, seraient les bienvenues. C'est le cas donc de cette parodie du flic de Beverly Hills. Et c'est en même temps... Qui se transforme en flic de Belleville, si je me trompe pas. Ouais, parce que c'est un duo improbable quand même, Biouna et Omar Sy. Ouais. Donc bon, et c'est drôle, Ouais. et c'est rafraîchissant. Et en même temps, au fond, en arrière-fond, c'est la drogue quand même, C'est ça. qui reste un problème crucial qui est abordé d'ailleurs dans d'autres films de manière plus frontale, plus dure. C'est Comme ça. par exemple dans Frères ennemis, que Ouais. viendra présenter Reda Kateb le 5 décembre. Voilà. Alors du coup, le jury, cette année, alors du coup, André Gazut, c'est Oui. ça, on dit comme ça? On prononce Ou pas Gazut? le T, on dit Gazut. André Gazut. Oui. Un mot sur André Gazut? Il faudrait vraiment beaucoup de mots. Ouais. André Gazut est un journaliste de formation, journaliste photographe, Ouais. qui a déserté pendant ce qu'on appelait là-bas en France la guerre d'Algérie, Ouais. et qui a donc rejoint la cause du Front de Libération Nationale, du gouvernement provisoire de la révolution algérienne de l'époque, pour dénoncer la torture et le système colonial. Donc André Gazut vient comme jury fiction, mais et pourquoi fiction? Parce qu'il intervient dans un documentaire. Donc il ne pouvait pas être jugé c'est parti, donc on l'a mis dans le jury fiction, et il donne une conférence, débat, sur un film qui s'appelle La pacification en Algérie, qui est à la fois le film qui a le mieux dénoncé la pratique du système colonial. Donc on parle du fond là, et après en matière de forme, d'outils, d'objets, de communication, c'est une leçon aussi. Donc André Gazut a accepté de partager son travail, disons, avec des professionnels si possible, des étudiants et des curieux. Je signale juste que la salle Frantz Fanon a une capacité de 60 sièges. C'est On ça. peut encore dilater un peu, allez, 70, mais pas davantage. À 80, on appelle les pompiers. Alors, il y aura Kamel Mkessar, c'est ça? Oui. Mkessar ou Mkessar? Mkessar, Mkessar, qui très est bien. un ingénieur du son qui a toujours accompagné le cinéma Ouais. On l'appelle national. Mekesser dans le Mekesser, milieu. absolument. Depuis les années 70, il a Ouais. commencé très jeune dans ce métier. Ouais, ça fait Boutella. Safi Boutella, parce qu'il faut des oreilles aussi dans les jurys. C'est ça. Et Safi Boutella a accepté d'être des nôtres, et on en est très heureux. Yamina Bachir Chouir, Douarn. Qui ne connaît pas Mina Chouir Ouais, et la famille Chouir de manière générale. C'est ça. Et Mina, qui a commencé sa carrière comme script et monteuse, a fini donc dans la réalisation. Et Ouais. c'est un formidable exemple Ouais. de cinéma et de qualité cinématographique. Nabil Boudra, président du jury. Nabil Boudra est un Algérien qui vit aux États-Unis Ouais. et qui enseigne à Portland la littérature et le cinéma. Ouais. Il a beaucoup écrit sur le cinéma algérien, et donc lui, il préside le jury fiction.
Vous avez un film... Attendez, mais on a deux jurys. Ah ouais, il y a le jury documentaire. Ouais, Alors, jury docu. Évidemment, comme je n'ai pas le sommaire en tête, je ne sais pas à quelle page il est. Ouais, je vais mais le donc retrouver, ce vous jury, inquiétez pas. il est présidé par William Ousmane Mbaye, qui est un réalisateur sénégalais que nous connaissons pour l'avoir accueilli plusieurs fois au festival. Voilà. L'an dernier, il a été primé pour son documentaire sur le grand savant africain Cheikh Anta Diop. Ouais. Son film s'appelle Kentiyou Cheikh Anta. Donc c'est lui qui préside le jury documentaire dans lequel il y a Michel Colry, Exact. qui était là l'année dernière avec un très beau documentaire sur Jean Genet, et Georges Dupont. Et Georges Dupont, qui lui est le directeur général du Conseil international du cinéma et de la télévision et de la communication audiovisuelle, partenaire officiel de l'UNESCO, qui est donc dans ce jury. Et El Hadj Ben Salah. El Hadj Ben Salah, qui a été très longtemps directeur de la Cinémathèque d'Oran, Ouais. et qui est critique de cinéma. Voilà. Juste un petit mot en plus sur Georges Dupont, Ouais. qui a deux casquettes, donc jury, et en même temps, le CICT, comme on l'appelle, donc ce Conseil international, décernera cette année, en tant que partenaire du festival, une prestigieuse médaille de l'UNESCO, qui est la médaille Gandhi. D'accord. Elle sera décernée à un film, selon les critères et les objectifs de l'UNESCO. Magnifique. Alors du coup, il y a un hommage aussi qui sera rendu à Mohamed Salah Haroun, c'est ça, je ne me trompe pas? Absolument, qui est... Premier réalisateur tchadien. Oui, absolument, c'est le premier réalisateur tchadien, c'est un réalisateur engagé, Ouais. c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour le cinéma, qui a été quelque temps ministre de la Culture dans son pays, il ne l'est plus aujourd'hui, et nous diffusons son dernier film, Une saison en France, qui concerne comme quelques films de la programmation, la douloureuse question des migrants. Ouais. En tout cas, c'est un super festival. À partir de ce soir, c'est tous les jours, c'est jusqu'au 9 décembre prochain. Vous avez une petite préférence? Vous êtes dans aucun membre du jury, donc du coup, vous êtes dans aucun jury, pardon. Non, je n'ai pas de préférence, non. Je les aime tous, ces films. Ils m'ont ému, ils m'ont fait rire, ils m'ont fait pleurer, ils m'ont fait me questionner, je ne suis pas seul à visionner. Et franchement, je les aime tous. Je souhaite que les courts-métrages qui, cette année, sont programmés juste avant des longs-métrages, c'est-à-dire l'après-midi. L'an dernier, ils étaient la matinée. C'est un peu dur de ramener du monde. Cette année, ils ont plus de visibilité, j'espère plus de spectateurs. Et ce sont des petits bijoux, il faut absolument venir les voir. Partie court-métrage, c'est à quelle heure? 14h. 14h. Et on a à 16h30. C'est avant les longs-métrages dont les réalisateurs ne sont pas là, parce qu'on a un peu plus de temps. Parce que généralement, la projection est suivie d'un débat. C'est ça. Et enfin, je dois dire un mot sur deux rencontres. Le 3 décembre, la rencontre des directeurs et ou directeurs artistiques de certains festivals, des festivals de l'émigration en France, le festival du cinéma d'Alicante, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui vient de recevoir, vous le savez, le prix Makeba. Comment on dit, il est co-lauréat du prix Makeba qui a été attribué hier à Alger avec la fondation Myriam Makeba d'Afrique du Sud. D'accord. Et le 3 décembre, nous avons le 4 décembre, nous recevons quelqu'un qui est connu, qui est Thierry Michel, un formidable documentariste qui était chez nous il y a quelques années avec son film sur le docteur Mukwege de la République démocratique du Congo. Ce documentaire s'appelle « L'homme qui répare les femmes ». C'est sur les femmes victimes de violences et de violences sexuelles, notamment liées à la guerre. Et ce docteur Mukwege, qui a été l'objet du film de Thierry Michel, a obtenu en 2018 le prix Nobel de la paix. Je dis cela pour parler de l'instinct, du flair de Thierry Michel, qui a que des qualités, qui présente cette année un documentaire sur les enfants du hasard. Le hasard, c'est pas le hasard. Le hasard, c'est une région de Belgique, une région minière. Enfin, ce fut une région minière. Et ce film se passe dans une classe, une salle de classe, avec une remarquable institutrice et des enfants interrogés sur plusieurs sujets qu'on suit dans leur sortie. C'est très bien. Et Thierry Michel a accepté très aimablement, très amicalement, d'animer une masterclass importante. J'ai pas fini. Le documentaire d'investigation entre les impératifs de l'art, parce que c'est de l'art, le cinéma, et les exigences de l'art et les impératifs de l'information.
Eh ben, très bien, c'est noté. Merci à vous, Zéna. Merci Mahrez. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On vous souhaite beaucoup de belles choses, beaucoup de magie dans votre événement, beaucoup de rencontres et beaucoup de monde surtout. On rappelle, ça se passe à l'Aïd el-Feth. Vous aurez toutes les infos d'ailleurs sur notre page Facebook. Et sinon, vous allez sur la page du FICA. Voilà, FICA 2018. Merci encore, Zérahi. Merci Mahrez. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Sami Hamoud. On va parler architecture d'intérieur. On enchaînera juste après avec Kamal Swig. Et puis on finira avec l'équipe du samedi, donc Maya Amrani et Hakim Keshroud. Excellente matinée à vous tous. On se retrouve dans quelques instants juste après ça. Le palais de la princesse Khadija, Dar el-Bekri ou encore palais de Khdaouj el-Amia sont autant de noms donnés à ce monument historique niché dans une venelle de la basse Casbah, qui est un incontournable lieu de souvenirs et de méditation qui s'ajoute aux nombreux sites que compte le patrimoine culturel matériel de l'Algérie. Édifié en 1570 sur le site appelé Souq el-Jama'a, dans la basse Casbah, sur les ruines de la Zaouia et du mausolée de Sidi Ahmed Ben Ali, par un officier de la marine ottomane, Raïs Yahya. La maison n'avait pas l'allure d'un palais, mais simplement d'une grande demeure. Elle avait été acquise par Khaznaji Hassan Pacha en 1789, trésorier du roi ottoman sous l'ère du Dey Mohammed Ben Othman, qui a introduit des modifications et des extensions, lui conférant l'aspect d'un palais qu'il a offert à sa fille Khadija al-Amia. La légende de la princesse Khadija, une belle histoire, à la fois triste et émouvante. Selon la légende, Khadija a été une jeune princesse que la nature avait largement gâtée. Elle était la fille adorée de Hassan Khaznaji. On raconte qu'à force de s'admirer des heures durant dans son miroir, elle en devint aveugle. Pour lui garantir une vie décente, suite à cet handicap, son père lui acheta ce Et plus vite, c'est Adja oui, plutôt qui va marcher. complètement. Alors du coup, excellente matinée à vous tous. L'architecte du jour est avec nous. Il s'agit de Sami Hamoud. Bonjour. Bonjour Mahrez. Architecte urbaniste, designer industriel, diplômé de l'EPO. Oui. Grande école. Absolument. Ah, y a rien à dire. Ah, donc, tout le monde me dit d'arranger. Je sais quoi, j'ai une mèche qui part. Pour le peu de cheveux qui me reste, si j'ai une mèche qui part, c'est déjà très bien. Alors du coup, vous êtes diplômé de l'EPO, vous êtes aussi diplômé d'une école qui s'appelle Strat, C'est ça. une école de design Ouais. qui se trouve en France, à Ouais, Paris. design Vous êtes industriel. Design industriel. Vous êtes installé en France depuis combien d'années? Je suis installé à Paris depuis août 2015. Oui. Voilà. Et donc j'ai passé 3 ans là-bas où j'ai fait mes études. Donc j'ai eu mon diplôme. J'ai été engagé dans l'agence Ensemble 3 Paris, dans laquelle je suis jusqu'à maintenant en 2016, donc avec mon diplôme EPO. Oui. On m'a fait confiance, j'ai démarré ma carrière chez eux, j'ai lancé le pôle architecture réalité virtuelle qu'on a développé, on a été pionnier dans cette technologie sur le marché français. Oui. Aujourd'hui, notre objectif à travers la nouvelle structure qu'on lance à Alger, Arkham VR, ça serait de lancer la visualisation de synthèse en réalité virtuelle. N'allez pas trop vite. Alors vous avez un projet qui vous tient à cœur, c'est de ramener donc cette technologie, cette vision nouvelle de l'architecture, ou cette évolution, on va dire. Oui. Alors du coup, vous avez envie de l'installer ici en Algérie, vous lancez une entreprise qui s'appelle Arcavia.
Arkham VR. Arkham VR. VR pour Virtual reality. Voilà, réalité virtuelle. Arkham, c'est le nom de l'entreprise. Absolument. Arkham, ça veut dire quoi? Parce que je suis fan de Batman. D'accord. Voilà. Et forcément, le VR, ça vient ensemble. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Non, mais c'est très bien ça. Alors, vous êtes de retour en Algérie depuis septembre dernier. Là, vous êtes en plein finalisation de votre projet. Oui. Vous installez votre entreprise. Au début, Constantine, vous décidez en fin de compte de vous installer à Alger. Oui. Alger, ça va plus vite. Absolument. Hélas. Hélas. Je dirais plus heureusement, c'est la capitale quand même. Ouais, mais hélas, ça aurait pu aller plus vite dans d'autres villes, mais hélas, effectivement, tout est centralisé pratiquement sur Alger. Effectivement, avec une technologie comme celle-ci, elle pourrait plus être mieux exposée, en tout cas du côté de la capitale. Absolument. Vous attendez janvier prochain pour faire exploser votre projet. Votre tribune, ce sera le salon de l'immobilier. Oui. Ouais. Vous comptez quoi leur présenter le... Alors, présenter déjà 2 démos techniques, Ouais. donc 2 démos techniques algériennes, Ouais. qui sont faites avec de la compétence 100% algérienne. La première, ça sera d'une maison qui est en cours de réalisation à Constantine, et la seconde, c'est un loft à New York, qui est en cours de réalisation. C'est-à-dire, je suis sur le point de construire une maison, Oui. et comme un bon citoyen, ils sont pas nombreux, hein. Un bon citoyen, je passe par un architecte, Absolument. non pas que pour avoir la griffe et le papier pour pouvoir construire, pour avoir mon permis de construire, mais réellement parce que je veux faire appel à un professionnel qui sait ce que c'est que l'exploitation des espaces, la rentabilisation des espaces aussi, le côté design, le côté secure aussi, Ouais. enfin safe quoi. Et donc du coup, je viens vers vous, je viens chez Arkham VR, et là vous dites, bon les plans c'est bien, mais moi je vous rajoute un plus. Et Absolument. le plus c'est la simulation 3D avec une possibilité de visiter avec mon casque. Ah mais complètement. Donc Ouais. en fait on utilise une interface homme-machine qui est sous la forme d'un casque avec des contrôleurs spéciaux. Donc Ouais. une fois le casque enfilé, on est à l'intérieur de votre future maison par exemple. Et là, imaginez que moi je vous propose au sol du marbre de Carrare. Ça vous plaît pas, vous cliquez sur un bouton, vous passez du marbre au grès cérame, au parquet, une personnalisation totale de tous les matériaux. D'accord. Imaginons que je vous ai mis par exemple un lounge Natuzzi et là il vous plaît pas assez contemporain pour vous, cliquez sur un bouton, vous le jetez quelque part, vous en prenez un autre de la bibliothèque que vous tirez de votre poignet gauche, vous le mettez, vous pouvez le déplacer, vous dites ah finalement oui, moi mon séjour je l'aime bien ici mais je le préfère en face de ma cuisine. Mais ma cuisine au début je vous avais dit que je voulais une cuisine fermée, mais aujourd'hui que je visite mon espace de manière beaucoup plus précise, est-ce que je peux enlever cette cloison? Moi je vous dis absolument, et là vous cliquez sur un autre bouton, la cloison disparaît, vous avez une cuisine ouverte instantanément. Ça prend plus de temps? On sait que les processus 3D prennent énormément de temps. Alors oui, ça prend plus de temps, mais pas énormément plus de temps. Ouais. On est sur une majoration du temps de travail de l'ordre de 30 à 40% d'un temps nécessaire pour faire une réelle image de synthèse de type professionnel. Donc c'est pas énorme pour tout ce qu'on va gagner derrière. Parce il faut savoir que toute la phase de prototypage, maquette, esquisse et visuel 3D traditionnel, là est poussée à son paroxysme parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que le projet soit fini dans 2 ans pour s'apercevoir que telle chose peut être modifiée ou telle autre chose peut être améliorée. Là, on est déjà en tant que nous, faiseurs d'architecture, on est immergé dans notre future création. On arrive à voir beaucoup mieux les volumes, apprécier les profondeurs et les rapports d'échelle. Donc notre réponse est au plus juste de ce qu'elle devrait être. Et du côté du client, il s'immerge, s'approprie son projet d'une manière beaucoup plus naturelle que sur un simple plan 2D. Ça coûte plus cher? Oui, ça coûte plus cher, mais pas excessivement plus cher. En fait, c'est à votre degré d'interaction. Donc, imaginons que vous demandiez une full interaction, c'est-à-dire que tout votre circuit électrique fonctionne, que toute votre maison fonctionne comme elle fonctionnera une fois réalisée. C'est normal qu'elle coûte plus cher qu'une simple visite virtuelle. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est vraiment au cas par cas, après c'est des devis qui sont quantifiés par rapport à des surfaces, à une complexité de projet, au réalisme que vous voulez donner. Comme à Paris, avec Mathieu Hatton, nous avons mis en place, donc Mathieu Hatton qui est le directeur de l'agence à Paris, d'Ensemble 3, on a mis en place un studio dans nos sous-sols qui est un studio de photogrammétrie numérique. Donc par exemple, si vous avez besoin de l'exacte texture du marbre, imaginons que vous voulez mettre, on prend un échantillon, on utilise la technique de photogrammétrie, donc on va scanner cet échantillon au plus fidèle possible pour le retranscrire en réalité virtuelle de la manière la plus fidèle et la plus approchante à la réalité. Après, si vous n'avez pas besoin de ce degré de détail, bien évidemment que les coûts vont baisser.
D'accord. Donc voilà, on peut arriver jusqu'à ce... Vous allez faire appel à des compétences locales, vous allez former des jeunes? Bien évidemment. Ouais. En ce moment, nous sommes en phase de lancement, donc c'est un peu relégué au second plan. Nous avons déjà des cibles pour intégrer notre équipe, donc nous avons déjà 4 cibles. Elles ne sont pas au courant encore qu'elles vont faire partie de l'équipe. J'espère qu'elles accepteront. Normalement, le début officiel de l'activité... Vous ciblez sans les avertir? En fait, on les cible à la manière de chasseurs de tête. Donc on suit leur parcours de très très près, de l'école jusqu'au parcours professionnel. C'est quoi, c'est des 3D? Non, c'est des architectes. Parce qu'en fait, il faut que nous cherchions des compétences qui ont l'œil d'un architecte et non pas d'un infographe 3D. Parce qu'un infographe 3D est un artiste. C'est ça. Nous recherchons la réelle vision de l'architecture. Et il faut réellement cette plus-value pour aller plus vite. Et c'est eux qui vont établir les plans? Ce sera toute l'équipe qui établira les plans ou le chef de projet sur tel ou tel projet qui établira les plans, et il y aura une équipe de réalité virtuelle dédiée faite d'architectes qui travaillera de concert avec l'architecte chef de projet. Ouais. Vous avez déjà des marchés, des demandes? En ce moment, oui. Nous sommes sur un projet, donc le projet de Constantine, qui a été passé en vert pour l'ajuster avant fin de réalisation, et nous espérons avoir des marchés au salon de l'immobilier le 23 janvier prochain. Ça va se dérouler à Alger? À la SAFEX, pavillon normalement A, pavillon A, SAFEX. D'ici là, on aura l'occasion d'en parler. Merci encore. Merci à vous de m'avoir invité. Beaucoup de succès. Merci énormément. Et beaucoup de courage surtout. J'espère. Parce que vous êtes dans la phase de finalisation de la partie paperasse. Et c'est pas la plus évidente. Mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de beaux projets. Merci beaucoup. Parce que bon, j'aurais pu vous dire clients, mais beaux projets, c'est aussi des clients. Ah, c'est plus sympa d'avoir de beaux projets que de beaucoup de clients. Ouais, beaux projets, beaucoup de projets et beaucoup de belles choses, en espérant que cette innovation se répétera et sera répétée dans les pays du Maghreb, dans les pays de l'Afrique, grâce à vous, grâce à Arkham VR. Merci encore. Beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Allez, du coup, camarades, plus d'infos, c'est où? J'imagine que vous avez une page Facebook, une page LinkedIn. Donc, Arkham VR Studio. Et sinon, le site web qui est en construction, qui devrait être lancé demain. Et LinkedIn? LinkedIn, nous sommes en train de les retravailler, les profils LinkedIn. Donc, qui correspondent plus au marché algérien. Ce qui est plus pro en plus. Oui. Et ça va plus vite en plus. Alors, du coup, excellente matinée à vous tous. On va parler sans plus tarder d'un portail électronique. Ça se passe avec Fali El Hamdi. Et on se retrouve juste après avec Kamal Swig et ses invités, Maya Amrani et Hakim Keshrout. L'Algérie, ce beau pays, a de nombreuses richesses à offrir, tant sur le plan culturel que naturel. Aujourd'hui, la destination Algérie est de plus en plus attractive. Tous les atouts sont là. Un littoral merveilleux, s'étendant sur près de 1200 km. Un climat méditerranéen doux et agréable. Des plages, des plaines, des montagnes et des paysages magnifiques. Des lieux pittoresques et des sites historiques de valeur. Un riche arrière-pays qui regorge de belles surprises, un désert des plus beaux de la planète. La célébration de la Journée mondiale du tourisme le 29 septembre a été caractérisée par le lancement officiel d'un portail électronique, visitealgeria.dz, pour la promotion de la destination Algérie. Le thème choisi cette année par l'Organisation mondiale du tourisme est le tourisme et la transformation numérique. Donc le portail web, c'est une manière d'entrer dans une grande étape de promotion de la destination Algérie à travers les outils qui concernent le large public. C'est la numérisation de la communication. Le portail web, à travers ces outils, va nous permettre d'accéder à différents types d'informations. On va essayer d'illustrer quelques informations. À titre indicatif, on aura présenté les atouts dont recèle l'Algérie dans son potentiel touristique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est primordial concernant la promotion de l'Algérie, est celui des services. Donc, on aura affiché donc une panoplie de prestations, soit la réservation au niveau des hôtels et des liens qui concernent la réservation des hôtels, ainsi que l'activité des transports et des réservations à travers les agences de voyage. On affiche aussi certaines données
d'ordre qui ont relation directement avec les principales activités qui existent en Algérie. Ce portail, qui se présente en 3 langues, arabe, français et anglais, a pour objectif de faire connaître la diversité touristique de l'Algérie, les plus importantes destinations disponibles, ainsi que les agences de tourisme et de voyage, les hôtels, transports, outre l'art culinaire et l'artisanat. Le portail peut être exploité à travers les Android, donc à travers les smartphones. À travers ces smartphones, donc on peut consulter tout ce qu'on peut chercher comme données, comme informations, soit à travers les institutions nationales, à l'instar de l'ANDT, de l'ONAT, de l'ONT, et même des différents partenaires et opérateurs publics ou privés qui sont actifs dans le domaine du tourisme. Donc à travers toute cette panoplie d'offres, on espère couvrir un maximum de public pour entrer dans l'ère de la destination Algérie. Un projet important pour faire valoir les caractéristiques et les capacités touristiques réelles et considérables de notre pays. Voilà, le portail sur l'Algérie raconté ce matin par Fariel Hamdi. Excellente matinée. Ce matin, on va enchaîner avec les startups. Avec nous aujourd'hui, comme d'habitude, Kamal Souik, bonjour. Bonjour Mahrez. Alors, vous recevez aujourd'hui 2 invités. Madame Meshta Racha. Alors, vous êtes à la tête de El Faracha Ascension. Vous allez en parler dans quelques instants. Et Yassine Sichaïb, vous aussi, vous êtes start-upper. Vous allez nous parler aujourd'hui de Rehlat Boumerdes. Kamal Souik, mes chers amis, bienvenue à vous. Merci Mahrez, bonjour à tous. Donc Startup vous fait découvrir les start-upers, leur univers. On en parlait hier avec les énergies renouvelables, les projets qui sont en vogue en ce moment. Nous avons choisi de vous faire découvrir leur lieu de travail ou le lieu de certains d'entre eux, les espaces de coworking qu'on peut traduire par un travail collaboratif. Alors nous allons vous faire un petit rappel historique. Le coworking est né en 1999 en Allemagne par un certain Bernie de Koven. Il a impulsé cette dynamique dans ses jeux vidéo. Par la suite, le coworking a été récupéré par les Américains dans la Silicon Valley, et c'est un certain Chris Messina qui va introduire ce concept dans la Silicon Valley. Chris Messina, si vous ne connaissez pas, vous utilisez une de ses inventions. Si on peut parler d'invention, c'est lui qui a mis le hashtag en vogue justement. Et nous allons aujourd'hui parler, au-delà de cet espace de travail, au-delà du coworking, nous allons vous expliquer ce qui se passe dans cet univers des rencontres, des projets, de partenariats, pour être plus précis. La preuve, c'est que nous invitons 2 start-upers qui se sont connus dans un espace de travail. Donc, Meshta Racha et Yassine Sichaïb, merci à tous les 2 d'être parmi nous. Nous allons essayer de répondre à 3 questions avec vous. Pourquoi avez-vous choisi un espace de coworking? Quel avantage? Qui peut accéder à un espace de coworking en Algérie? Et finalement, combien ça coûte et combien ça rapporte d'être dans un espace de coworking? On commence avec vous, Racha. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre activité en 2 bouts? Merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. En fait, ça a commencé début janvier 2018, là où j'ai fait connaissance à The Address. En fait, c'est un espace là où on peut, moi personnellement, avant de commencer mon entreprise El Faracha Ascension, j'étais toujours actif via un club. C'était un book club, là où on discutait des livres. C'était des rencontres de façon mensuelle pour discuter des livres effectivement dans le domaine du développement personnel. Et éventuellement, c'était The Address qui nous a accueillis en quelque sorte. The Address, c'est votre espace de coworking. Voilà, qui se trouve à Mohammedia. Al-Mohammedia. C'est un espace de coworking. C'est collaboration en quelque sorte. Working, c'est un travail en collaboration. Et par la suite, ça a été toujours le cas. Chaque mois, on fait les rencontres. On organise chaque mois là-bas des rencontres. Par la suite, ça s'est développé. Et le coworking space de Address nous a permis de faire cette activité de domiciliation. Ça veut dire c'est une start-up qui a un registre de commerce. Vous pouvez
pouvez avoir un registre de commerce tout en étant dans ce coworking space. Donc, éventuellement, ça, c'est par rapport au coût. Ça nous permet d'avoir un bureau tout en ayant un budget un petit peu... Très bien, on va entrer dans ces détails-là. Yassine Chahi, vous êtes cofondateur de Rihla Boumerdes. Vous faites quoi exactement? Alors, c'est Yassine Sichaïb, oui, cofondateur de Rihla Boumerdas. Donc, je suis chargé de communication aussi, employé dans une entreprise qui est domiciliée au coworking space The Address. Donc, c'est l'entreprise Not Thousand Words et je salue d'ailleurs sa créatrice, fondatrice, Ikram Moulanour. Donc, je suis vidéaste, photographe et graphic designer. Alors, Rihla Boumerdas, c'est une association pour... Vous faites des sorties? Un groupe d'aventuriers où on organise des sorties chaque vendredi. Notre public cible, c'est beaucoup plus Boumerdas parce que nous sommes le premier groupe d'aventure au niveau de cette ville. On va dans des endroits naturels pour découvrir la beauté de l'Algérie, faire de l'écotourisme. Et on va découvrir tout à l'heure certaines de vos images, vos captations vidéo. Mais je reviens sur... vous deux, on vous a pas invité par hasard parce que vous vous êtes rencontrés dans The Address, dans l'espace de coworking, et depuis, vous quittez plus, vous travaillez ensemble. Effectivement. Alors, vous pouvez nous raconter cette aventure? Donc, comme je vous ai dit brièvement, donc l'entreprise Faracha, c'est un centre de développement personnel, là où nous avons plusieurs piliers. On organise des formations, comme je vous ai dit, le deuxième pilier, c'est le book club, et le troisième pilier sur lequel vraiment on active, c'est trips, ou les sorties et les voyages. On a déjà organisé un voyage au mois d'avril, et là on revient. C'était effectivement grâce à The Address qu'on a fait connaissance, moi et l'équipe d'ailleurs avec Yassine. Et puisque l'entreprise essaye de collaborer en quelque sorte pour faire ou bien pour organiser des sorties culturelles, ça sera des sorties un petit peu spéciales. C'est pas uniquement de simples randonnées ou de simples voyages, c'est des voyages qui vont réunir en quelque sorte le tourisme, le développement personnel et le sport, le bien-être en quelque sorte. Du coup, on a trouvé que Rihla Boumerdas, c'est un groupe de jeunes qui sont en quelque sorte, qui nous partagent le même esprit de développement personnel. On se partage le même... c'est là où interviennent les compétences de Yassine. Voilà, exactement. Alors nous, à Rihla, notre esprit, c'est pas seulement de sortir chaque vendredi, aller dans la nature. Non, c'est que grâce à ces sorties, les gens peuvent se ressourcer positivement au sein de la nature, dans les forêts, dans les montagnes, dans les endroits les plus beaux en Algérie. Et donc, on a plus de conscience que notre pays, en même temps, il est beau et que pas loin de chez soi, on peut prendre un réel plaisir à passer un week-end, un merveilleux week-end, sans prendre une grasse matinée. Voilà. Et au lieu de ça, on va prendre de l'air pur, de l'oxygène et se ressourcer avec des techniques de respiration. Voilà, c'est effectivement ce que nous allons... Ça s'appelle les phytocides. C'est le sentiment de bien-être quand on se retrouve dans la nature. C'est des molécules qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qui pénètrent la peau et qui pénètrent le corps par les voies respiratoires. C'est ce qui nous donne justement le sentiment de bien-être. Quels sont les avantages d'être dans un espace de coworking à l'achat? Alors, concrètement, voilà, comme je vous ai dit déjà, pour moi personnellement, l'avantage c'est premièrement les coûts. On paye combien? Bon, après, ça dépend des services. Moi, par exemple... Dites-nous combien vous payez. Il y a des paiements mensuels, il y a des paiements quotidiens, il y a des paiements au service de domiciliation. Par exemple, au service de domiciliation, nous aurons l'avantage d'avoir un contrat annuel, mais par contre, on paye par trimestre. Vous payez combien par trimestre? C'est déjà par trimestre, ça sera 12 000 dinars de location plus le 4 000 dinars de pack de secrétariat. Donc nous avons déjà une secrétaire qui peut accueillir nos clients, qui peut répondre au téléphone, qui peut recevoir en cas de paiement, elle sera là, elle va s'en occuper de tout. Et puis nous avons l'accès Internet.
qui est dans l'espace, et en même temps accès à toutes les salles, puisque moi personnellement on a toujours besoin de ces salles pour faire nos conférences et nos rencontres. Donc on a des petites réductions quand même sur le prix de location des salles de conférences. Ça c'est le prix pour la domiciliation. Pour la domiciliation. Et vous oui. payez le même prix, Yassine Sichaïb? En fait, je suis employé dans une entreprise qui est domiciliée. D'accord. Donc vous ne payez rien, c'est l'entreprise qui paye. Oui, bien sûr. Elle paye combien? Après, il y a des... Ça dépend. Moi j'ignore vraiment exactement le prix de... Le mensuel, c'est à 6 000 dinars. Et le journalier, je pense Vous ouvrez droit à quoi, 6 000 dinars, un espace de combien? Non, c'est ouvert en fait. Vous aurez n'avez accès pas de à bureau, tous les... Oui, mais... à signer. En fait, vous avez le choix de prendre le bureau numéro 1, numéro 12, ou bien aller prendre les tables au milieu du coworking space. Donc c'est vraiment... Donc tout l'espace est à vous en quelque sorte. Donc c'est un espace, vous avez droit à une connexion internet. Oui. L'électricité aussi, je suppose. Bien sûr, bien sûr, on n'aura pas à payer. Et c'est un espace convivial, il faut le dire. Exactement, c'est surtout ça l'esprit de. C'est qu'il y a des rencontres, ça nous permet. C'est du réseautage, quoi. Oui, pardon. C'est du réseautage. Ouais. C'est ce qui fait fonctionner les entreprises. Hein. Voilà, Exactement. donc ça va nous permettre de connaître des gens, de trouver des opportunités, comme je vous ai déjà dit. D'accueillir des clients. Avec même des fauteuils disponibles, donc les mettre à l'aise et discuter peut-être de nouveaux contrats. C'est important, les détails sont très importants. Oui, et justement, comment on y accède à un espace de coworking? Si je suis particulier, j'ai ni entreprise ni rien du tout, je veux juste développer un projet et avoir un espace de travail professionnel, comme vous venez de décrire, est-ce que je peux accéder à un espace de coworking par exemple? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il s'est ouvert à tout le monde. Après, comme je vous ai dit, reste à choisir la politique, par exemple. Mais pour assez concret, comment je fais? Je vais à l'espace de coworking, bien sûr. il y a un dossier à déposer. Par exemple, si vous êtes un freelancer, un professionnel qui travaille indépendamment avec des contrats par-ci par-là, vous signez juste le contrat pour louer pour un mois, 2 mois, tout dépend de votre choix. Après, si vous êtes une entreprise, vous devez juste il y a un dossier justement un dossier à préparer. L'avantage peut-être c'est qu'on peut résilier à tout moment. Je peux choisir d'y aller pendant un mois ou 2 mois. Il y a plusieurs formules justement. Il y a plusieurs formules qui restent par la suite à discuter avec le service. Alors il y a un projet en ce moment que vous développez ensemble et on va peut-être terminer avec ça, Mahrez. Le projet que vous êtes en train de réaliser maintenant. Alors dites-nous tout. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc on va collaborer pour une sortie. Pour une sortie qui sera le 14 décembre prochain. Farash Ascension en collaboration avec Rihla Boumerdes. Ça sera pour le 14, une randonnée à Tikjda le 14 décembre, vendredi 14 décembre. Comme je vous ai dit, ça sera une randonnée un petit peu spéciale puisque ça va collaborer entre eux qui vont organiser et nous, animation. Voilà, nous qui allons préparer, déjà avec l'équipe bien sûr de Farash Ascension, nous avons préparé tout un programme. Il va y avoir des méditations, des sujets à débattre. C'est à Tikjda. C'est près du chalet du Kef, la forêt du chalet du Kef. Et vous allez apporter les compétences de votre association, mais vos compétences aussi. On va peut-être voir quelques images que vous avez tournées à Tikjda. On les a vues il y a quelques minutes. Ah, on les a vues. Donc c'était ces images-là que vous avez tournées à Tikjda, avec une technique assez bien à vous, c'est ça? Oui, parce que c'est ma passion et c'est un peu aussi mon travail en tant que filmmaker, vidéaste. Donc j'aime que la vidéo comment dire, réagir des émotions au fond des spectateurs. Très bien. Tout est une question d'envie. Je vous remercie tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci Mahrez. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Maya Amrani et ses invités. Mais juste avant, on va s'intéresser à l'ouverture de la première galerie à Tlemcen. Allons-y. Entre Nasreddine Kazi et la peinture, une véritable passion qui a donné naissance à cette galerie d'art. La première, à Tlemcen. Après avoir côtoyé les livres de par son activité de libraire, ce galeriste a concrétisé son rêve de toujours. Il a ouvert, il y a 4 mois, cette galerie baptisée Espace des Pins. C'est pour promouvoir des talents, des jeunes talents,
et des artistes qui sont connus ici à Tlemcen. Par exemple, malheureusement, il a disparu, c'est-à-dire monsieur Sid Ahmed Marouf. C'est un ancien. Et il y a eu pas mal d'autres. Fathallah Mziane, Nehmch, comme Nilis, comme pas mal d'autres artistes qui sont passés à Tlemcen. Et j'ai exposé ça c'est-à-dire pour la ville de Tlemcen, pour promouvoir l'art à Tlemcen, l'art en Algérie en général. Dans cette galerie, une palette d'œuvres d'art aussi riche que variée est disposée dans une parfaite harmonie, un véritable bonheur pour les yeux. Un espace artistique et chaleureux, ouvert à tous les artistes. Il y a d'Alger, de Constantine, de Sétif, de Tlemcen, Oran, Belabès, Boussaada, un peu de partout. 300 œuvres comme ça. C'est varié, comme des œuvres originales et des œuvres, c'est-à-dire reproduction. C'est une chose qui est nouvelle à Tlemcen. Ces derniers temps, les gens commencent à venir visiter. Il y a des gens de tout âge. Moi, c'est un bon début. C'est un bon début et ça me donne l'envie de continuer et de persévérer dans ce domaine. Et je pense que ici à la galerie, je trouve mon plaisir. Nasreddine Kazi a réussi en peu de temps à faire de cette galerie un espace culturel très apprécié par les Tlemceniens et les visiteurs venus de partout. Depuis l'ouverture de cette galerie, une quinzaine de tableaux a été vendus. Je suis passionné de la peinture, les gens s'intéressent. C'est une bonne chose à Tlemcen, la galerie d'art, ونتمناو لها التوفيق والنجاح إن شاء الله. Je viens de Paris, moi, et je suis venu visiter Tlemcen et j'ai appris qu'il y avait une galerie d'art qui avait ouvert. Donc je suis curieux d'art et de peinture, de musique. Donc je suis venu voir un peu ce qui se passait. Je suis très fier de voir que les artistes algériens s'exposent au niveau de la peinture, au niveau de la musique, de la culture arabo-andalouse. Promouvoir des jeunes talents, mais aussi ressusciter des artistes célèbres, tombés dans l'oubli, un vœu et un objectif si cher à Nasreddine. Un artiste dans l'âme, un artiste complet, passionné de peinture, de musique et d'art sous toutes ses formes. Voilà l'ouverture de la première galerie à Tlemcen. Enfin, première galerie. Il y a les galeries publiques, mais là c'est la galerie privée. Donc ce matin en reportage. Et on est parti avec Maya Amrani. On va finir avec l'émission. Maya, bonjour. Bonjour Mahrez, bonjour à vous tous. Bonjour à vous deux invités. Et bonjour à nos invités, bien sûr. Khouloud Chaib, la jeune photographe en herbe, fille de la Casbah, je ne me trompe pas. Et Hamid Rahish, photographe. Bonjour. Oui. Professionnel. Professionnel. Oui, voilà. Tout à fait. Oui. Modestement professionnel. Voilà. Et aussi, qui a vécu une très belle aventure avec les enfants, appelés les enfants de la Casbah. Ils sont de la Casbah. Oui. Khouloud, vous avez été ravi de faire l'exposition avec Monsieur Rahish. Oui, bien sûr. C'est vraiment une exposition qui était vraiment géniale, passée très géniale pour moi et vraiment, تعلمنا بزاف عفايس. Ça c'est bien. Oui. C'est bien. Monsieur Rahish, l'aventure pour vous? C'est une très belle aventure de partager quelque chose avec les enfants, qu'ils soient de la Casbah ou d'ailleurs. Le fait de partager avec des enfants, c'est déjà ça. Mais en plus, c'est des enfants qui nous racontent la vie de la Casbah pour une fois. Tout à fait, le quotidien. Le quotidien, ce qui les interpelle. Ils ont appris à être sensibilisés aussi à leur entourage, à leur quartier. Ils ont appris que ça leur appartient aussi, ce quartier. Et aussi, bon, de toute façon, on va en reparler. On va d'abord passer au sujet, comme ça vous allez avoir une idée de ces enfants qui ont été géniales. Les enfants de la Casbah qui exposent, ça s'est passé où? À la galerie Aïcha Haddad. Eh ben, c'est signé Maya Amrani. Voilà. Durant toute une année,
Ils ont arpenté les ruelles de la Casbah de long en large, équipés de leur appareil photo pour saisir et fixer à jamais la photo souvenir d'un œil innocent. Ils sont les enfants de la Casbah. C'est un atelier photo qu'on a donné pendant une année et c'est des enfants, on a des jeunes qui visitent l'expo et qui découvrent le travail d'autres enfants d'un autre quartier qui est la Casbah. Créé et dirigé par le photographe professionnel Hamid Rahij, des ateliers. Résultat de cette belle exposition photo à la galerie Haïcha Haddad. Il s'appelle Ouais, celui qui l'a pris, et il se posait la question pourquoi tout le monde répare son quartier et nous on ne répare pas notre quartier. Et c'est son questionnement qui est mis en avant aujourd'hui. Il a 9 ans et il a 9 ans, il prend une telle photo avec il y a une beauté plastique dans ce travail. Donc c'est vraiment génial. Exactement. Ce sont les enfants qui veulent le changement. Exactement. Et il y a une réflexion. Il y a les artisans, les fameux artisans de la Casbah. Oui. La fameuse pizza carrée de la Casbah. Exactement, parmi toutes ces photos, j'ai vraiment adoré la photo de la pizza parce qu'elle représente le plat préféré peut-être des enfants, des adultes, et voilà. De toutes les générations, mais pas que à Alger ou à la Casbah, même Exactement. à Constantine, à Oui, Oran, on retrouve toujours cette fameuse pizza carrée. Ce que j'ai aimé vraiment sur cette photo, c'est la spontanéité. La spontanéité, ça explique, ça résume juste le quotidien des enfants de la Casbah. C'est juste leur quotidien quand ils rentrent de l'école, ils vont jouer spontané, avec leur avis spontané. C'est juste magnifique. La Casbah, c'est le chiswa de tout le monde. Regarde, il est dans son petit coin, c'est sa petite maison, son petit coin, c'est sa propre maison, tout simplement. Il est à l'aise. Ils se sont protégés Ouais. dans son petit coin. Oui, il est chez lui. À travers ces photos, des enfants artistes en herbe nous transmettent l'enthousiasme et l'amour de la patrie. Ça me donne des larmes. Il me fait penser à mon grand-père, avec la sagesse qui sort de cette photo. La sagesse, voilà, tout simplement la sagesse. On a pensé que c'est un travail très nécessaire. Chaque an, on vient du Mexique. Nous sommes en plateforme de certains collaborateurs mexicains qui s'appellent Huesos y Obsidiana, lesquels cherchent dans différentes parts du monde et un art plus humain qui fait plus proche les chaleurs des arts par les chaleurs de l'humanité. Hamid, tu dis travail avec les enfants et c'est très nécessaire pour les... C'est c'est des quartiers populaires dans la ville du Mexique, ça s'appelle Tepito et c'est très nécessaire pour les échanges de les corps, de les penses, de l'enfance dans le monde. Des photos qui semblent jaillir du passé, où l'enfant sent qu'il est important dans cette société et qu'il reste le lien entre les générations pour la conservation de notre patrimoine. Superbe exposition à la galerie Haïcha Haddad, ça continue ? Ça continue, ça prend d'autres proportions parce qu'avec nos amis mexicains qui étaient à la galerie, ils travaillaient pour une plateforme internationale où ils font des échanges humanitaires. On a un programme de donner un atelier photo pour des enfants du Sahara occidental, mais aussi que je puisse animer un atelier photo comme celui de la Casbah à Mexico City pour des enfants mexicains et faire des échanges entre Mexico et Alger et que l'art algérien puisse traverser l'Atlantique et vice-versa. Alors Khouloud, oui. Vous avez fait des photos, vous avez fait surtout une photo d'une petite fille trisomique. Oui. J'ai trouvé ça magnifique. Oui, c'est très magnifique. Donc, أنا كي راح نصورها
Elle était très triste. Oui, il était triste. Alors, qui راح نصورها فرحت. Elle Oui. m'a souri dans la photo. Elle était- Elle a fait, la photo, elle était géniale. Elle a vu que quelqu'un s'intéressait à Oui. elle a souri. Oui. Et j'ai trouvé que c'était un beau portrait qui a été fait. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans la photo? Qu'est-ce qui nous intéresse dans la photo? C'est les portraits, faire des photos, les portraits. نحب نصور الناس باش ننقل المشاعر تاعهم في التصويره باسكو علاش كاين عفايس ما نقدروش نقولوهم بالكتيبه ولا نقولوهم بالهضره. C'est l'expression. وي نقدروا نقولوهم بالتصويره. Ah, vous captez l'émotion. Voilà, c'est capter l'émotion, exactement. Merci à vous, Hamid Rahish, ce matin sur le plateau, photographe professionnel. Bonne chance pour votre projet à Mexico, l'exposition à la galerie Aïcha. Bonne continuation. Merci Maya. Surtout. Merci beaucoup. Et puis Khouloud Cheikh, bonne chance. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup de succès et prompt rétablissement. Merci, Mahdi, j'espère. Allez, quant à nous, on se retrouve dès demain. On vous rappelle le concert cet après-midi, c'est gratuit. 14h30 à la salle Atlas, c'est le collectif Liet Feliet. Ciao, camarades.